tente rien n'a rien. Donc poussez notre porte, venez nous rencontrer. Pour une aide-soignante, 4500 francs bruts. Par exemple, une infirmière peut monter jusqu'à 8000, voire plus. Alors il y a des secteurs où il y a de la pénurie. Salut à tous, c'est Jordan de la page Le Frontalier, la page qui t'apprend à réussir ton insertion transfrontalière correctement. On se retrouve aujourd'hui avec Domino Suites HR pour une entrevue sur leur agence d'intérim où ils vont vous dévoiler leurs valeurs, comment ils recrutent, quel secteur d'activité ils recrutent et de quelle manière les démarcher. J'espère que cette vidéo va vous plaire, je vous invite à vous abonner et à exploser les commentaires pour continuer dans cette démarche, on les retrouve tout de suite. Tout d'abord, merci de me recevoir. Pour commencer cette vidéo, j'aurais aimé que vous vous présentez à nos auditeurs, dire un petit peu qu'est-ce que vous faites au sein de cette agence, chacun d'entre vous. Alors bonjour, Flavie Ball, j'ai 44 ans et je suis la directrice de l'agence Domino Suisse HR sur Genève. Donc je suis chez Domino depuis 2021. J'ai intégré l'agence en tant que responsable d'agence et j'ai évolué sur le poste de directrice d'agence depuis 2022. Okay. Bonjour à tout le monde, donc moi je m'appelle Ertan Seyis, je suis donc le business developer de l'agence Domino Suisse HR. Je suis en relation avec les candidats et les entreprises pour le développement de l'activité sur toute la Suisse romande. Pouvez-vous nous en dire un petit peu davantage sur votre expérience et sur votre expertise dans ce domaine ? De mon côté, moi j'ai donc une maîtrise, l'équivalent d'un master en ressources humaines, donc spécialisée justement dans le travail temporaire. Je fais du travail temporaire depuis 2004. Donc depuis hier, voilà, et je suis en Suisse depuis 2012, toujours dans l'intérim, et j'ai pu toucher à différents secteurs d'activité sur la Suisse, ce qui permet d'avoir un regard et une expertise au niveau de vraiment différents secteurs. Hôtellerie, restauration, bâtiment, médical, paramédical, voilà, vraiment un large panel me concernant. Moi, j'ai un bachelor en spécialisation RH que j'ai obtenu en France. J'ai démarré dans l'intérim côté du coup français, en France voisine, et j'ai eu l'opportunité de rejoindre Domino Suisse HR en début d'année 2023 sur le poste de business developer. Et les ressources humaines, pour moi, c'est vraiment une vocation aujourd'hui, d'accompagner les personnes en recherche d'emploi et de découvrir d'autres modes de fonctionnement qui est aujourd'hui le territoire suisse. Quel est le rôle réellement d'un business developer pour nos auditeurs ? Qu'est-ce que c'est la fonction exacte ? Comment on pourrait le décrire au mieux ? Alors, pour le décrire au mieux, le poste de business developer, c'est la personne qui va être en relation de négocier les contrats de mise en place de partenariat avec les entreprises et qui va aller faire son sourcing en chasseur de tête, de talent, sur les différents job boards. Ok. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit aperçu des secteurs qui recrutent le plus en Suisse à l'heure actuelle et peut-être ceux que vous proposez aussi par la même occasion ? Alors, au niveau des secteurs qui recrutent, alors il y a des secteurs où il y a de la pénurie, forcément, par rapport à des spécificités ou secteurs d'activité. On sait que le médical, par exemple, on a énormément de besoins, donc on cherche les candidats qui se cachent, mais il y a énormément de besoins sur ce secteur-là. Vous avez l'hôtellerie-restauration, alors qui a connu une période difficile avec la période Covid, où il y a eu beaucoup de personnes qui se sont retrouvées sans emploi. Il y a eu des remises en question aussi de personnes qui travaillaient dans ce secteur-là. Donc aujourd'hui, ça recrute. Nous, à notre niveau, au sein de l'agence, on a des postes à pourvoir à ce niveau-là. Donc ça va de l'agent d'entretien en passant par l'employé de maison, ça va être jusqu'au cadre. Ça peut être des réceptionnistes, des gouvernantes. Donc vraiment, il y a un champ de possible vraiment très très large. Il y a aussi le secteur de l'horlogerie, qui est un secteur un peu plus pointu, qui recrute aussi. Donc nous, c'est un secteur qu'on ne fait pas aujourd'hui. Okay. Nous, on est vraiment axé sur le médical, paramédical, hôtellerie-restauration, industrie logistique et le bâtiment. Donc le bâtiment, il faut savoir qu'aussi on peut se retrouver face à des difficultés de recrutement sur certains profils un peu plus spécifiques. Donc là, je vais laisser la parole à Ertan qui pourra plus vous en parler parce que c'est vraiment lui
qui est le référent sur ce domaine-là. Effectivement, il y a certains postes aujourd'hui dans le bâtiment qui sont extrêmement pénuriques, des postes un peu plus pointilleux et qui demandent une expertise, comme par exemple des postes d'enduiseur. On ne va pas avoir cette qualification-là en France voisine, qui vont nécessiter une certaine connaissance et compétences techniques pour aller accompagner justement la demande du client. Et tous les postes, on va dire, de cadre pour encadrer tous les chantiers. Donc sur ces postes-là, on a aujourd'hui du mal à recruter, en tout cas sur la Suisse romande. Est-ce que vous faites le secteur de l'informatique par hasard ? Alors pour tout ce qui va être secteur IT, aujourd'hui, nous, on n'a pas de consultants, on va dire, dédiés pour cette spécificité qui demande une connaissance extrêmement pointue du domaine. Donc on ne va pas faire d'IT. Ok, donc pas d'informatique et pas d'horlogerie. C'est ça. C'est là où vraiment, ce que vous ne proposez pas. Par contre, hôtellerie, restauration, bâtiment. Industrie logistique. Et médicale. Voilà. Mais quel type de postes sont disponibles souvent au sein de votre agence et lesquels pourrez-vous venir vous démarcher pour ce type de poste ? Alors, comme je disais tout à l'heure, alors des postes en hôtellerie-restauration. Donc, on est en recherche en ce moment, dans le médical toujours et aussi dans le bâtiment. Et il faut savoir que nous, on travaille sur des missions longue durée du poste fixe. Okay. Donc, on trouve que c'est intéressant de proposer à des talents, à des candidats, des longues missions. Alors, on fait du ponctuel, de l'intérim pur, ce que j'appelle l'intérim pur, où on va demander à des gens de nous dépanner un petit peu au pied levé. Mais la plupart des postes qu'on propose à l'heure actuelle, c'est de la longue durée avec possibilité de poste fixe ou alors du placement fixe direct. Et quand vous dites longue durée, c'est-à-dire vous avez un type de minimum, on va dire, de contrat ? Minimum 3 mois. Minimum en général, on peut partir sur 3 mois. Minimum de mission qui peut après aboutir justement à une proposition de poste fixe ou alors à une autre opportunité, une prolongation chez un même client ou sur un autre site. Donc c'est vraiment un travail qu'on fait au quotidien avec Airtan et on propose. Et c'est vrai que il y a un attrait pour les gens parce qu'il y a une envie de stabilité aujourd'hui. L'intérim n'a plus ce côté précaire qu'on a pu connaître avant et les gens ont besoin de cette sécurité de l'emploi et de proposer des missions longue durée. C'est une sécurité et pour l'employeur d'avoir quelqu'un sur du long terme et pour le candidat d'avoir une mission aussi, de se fixer quelque part, de pouvoir en quelque sorte poser ses valises. Totalement. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui recherchent, quand ils voient l'intérim, ils voient obligatoirement les petits contrats. Voilà. Suivant les secteurs d'activité, ils ne voient que des petits contrats, alors que, comme j'ai déjà pu l'apprendre un petit peu, et puis là vous le dites aussi, c'est qu'il y a quand même une possibilité d'évoluer et d'aller beaucoup plus loin qu'une mission de 3 jours, comme on pourrait le voir, on va dire. Voilà, exactement. Et puis parfois, une mission de 1 jour ou une mission de 3 jours peut se transformer en mission longue durée, on l'a déjà vu. Donc c'est pour ça qu'on encourage les candidats, on leur dit, si c'est une mission ponctuelle, on va leur dire c'est 1 jour, mais ça peut continuer et la plupart du temps, ça continue. Après, c'est vrai que nous, on leur ouvre des portes et après c'est à eux de jouer. Mais la plupart du temps, on a vraiment des missions qui se transforment en longue durée. Quelles sont les valeurs de votre entreprise ? Qu'est-ce que vous voulez refléter et en quoi elles se reflètent dans vos recrutements ? Alors nous, c'est les valeurs humaines, c'est l'humain. On est un métier où vraiment l'humain est au centre de tout. C'est notre ADN, c'est limite quelque chose de viscéral. L'humain et la bienveillance. Ce qui fait la richesse aujourd'hui d'une entreprise, c'est les personnes qui y travaillent. Donc nous, c'est vrai qu'il y a une bienveillance, une écoute, une disponibilité. On est joignable tout le temps. On a une astreinte, donc en cas de souci ou quoi que ce soit, on est joignable vraiment tout le temps. Et il y a cette notion de proximité. Les intérimaires, on les connaît tous par leur prénom. On connaît beaucoup de petits morceaux de leur vie. Donc c'est vraiment ce côté humain qui est... c'est une vocation.
pour Airtan, comme pour moi, comme pour le groupe Domino. C'est vraiment la colonne vertébrale de l'agence. C'est vraiment le côté humain. La transparence également. On communique énormément avec nos clients et nos intérimaires et on a une transparence avec eux. On a tendance souvent à dire quand ça ne va pas. Et nous, on aime beaucoup dire quand ça va. C'est-à-dire, si on a un retour positif d'un client pour un collaborateur, on va lui dire, voilà, on a eu un super bon retour vous concernant, et il y a une valorisation. Donc, c'est vraiment ce côté humain et bienveillant qui nous anime au quotidien, et de pouvoir aider aussi les gens à trouver un emploi, à rebondir après une situation compliquée, de les accompagner tout au long de leur vie au sein de notre agence. On reste aussi un petit peu avec eux, même quand ils partent en poste fixe, parce qu'on peut toujours avoir des questions et puis d'avoir une personne qu'on connaît à qui s'adresser. Donc vraiment, c'est ce qui fait le cœur de l'agence. C'est vraiment ce qui nous représente le plus. Je ne sais pas si vous voulez rajouter un petit mot. Oui, après, l'ADN aujourd'hui du groupe Domino, comme le disait bien Flavie, c'est vraiment l'humain au centre de nos valeurs, et l'accompagnement, la personnalisation qu'on peut avoir auprès de nos différents temporaires. Ok. Voilà. Donc oui, le fait de voir beaucoup de monde, il faut quand même arriver à les accompagner chacun, à comprendre leurs besoins et leurs objectifs sur du long terme. Sur du long terme, savoir ce qu'ils souhaitent faire et ce qu'ils ne souhaitent pas faire. Nous, on leur dit bien que si une mission ne correspond pas, pour X raisons que ce soit, parce que voilà, on ne peut pas, tout ne nous convient pas. Donc on leur dit bien de nous le dire, comme ça on rectifie un petit peu le tir. Et c'est pour ça qu'on a des entretiens qui sont poussés aussi, pour vraiment voir avec eux leurs envies, qui sont en adéquation avec un poste qu'on a à leur proposer, leurs compétences aussi, parce que c'est important, le savoir-être, qui fait partie aussi des choses qui sont très recherchées. Donc il y a vraiment un accompagnement dès l'entretien de recrutement pour voir avec eux vers où ils veulent aller, et voir si nous on peut les accompagner. Et on leur parle aussi de la possibilité de se former, d'évoluer par différents biais, et on les accompagne aussi à ce niveau-là. Donc c'est vraiment un accompagnement complet qui se base sur notre expérience, notre expertise et les outils qu'on a à leur proposer à l'agence. Oui, comme on parlait un petit peu juste avant, le fait est de faire de l'intérim, parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont déjà pu le voir dans mes vidéos, le fait est de faire de l'intérim ouvre des droits à la formation, comme on parlait tout à l'heure avec Temps Training, et ça permet du coup d'évoluer même dans un secteur d'activité, de pouvoir aller monter plus haut. Du coup, je pense que c'est ce que vous recommandez aussi. Voilà, exactement. Donc, on accompagne aussi sur, par exemple, des dossiers de validation des acquis, s'ils ont besoin de conseils ou d'aide à ce niveau-là. Et bien entendu, avec Temps Training, qui est une belle opportunité pour les intérimaires de pouvoir se former, évoluer et d'avoir aussi un autre axe et d'autres opportunités professionnelles par la suite. Et il y a aussi cette possibilité par la formation d'évoluer au sein d'une entreprise dans laquelle ils sont aussi. Parce qu'il y a des offres possibles dans ces structures-là. Donc c'est vraiment un tout, et nous on les incite beaucoup à se former. Oui, parce qu'en Suisse, je crois qu'ils ont un schéma. Bon, il y a pas mal de vidéos sur Internet sur ça. Le schéma de commencer sa carrière ouvrier et de finir directeur. Je sais que c'est un chemin. Je crois qu'il y a plusieurs reportages de Suisse qui vendent ça. De commencer tout en bas, faire de la formation continue tout au long de sa carrière pour arriver à avoir des postes bien plus élevés. Voilà, exactement. On peut donner aussi l'exemple d'une personne qui va commencer en tant qu'aide hospitalière et qui va finir en tant qu'infirmière cadre. Donc, vous voyez, c'est un fossé qui paraît énorme, mais en fait, c'est possible. C'est possible quand on a l'envie et qu'on a la possibilité de le faire et qu'on a les outils. Et j'ai une question. Selon vous, est-ce que vous pensez que c'est autant possible en France, qu'il me semble que vous êtes domicilié, vous avez aussi de l'emploi en France, ou oui. Est-ce que vous pensez que c'est autant possible d'évoluer par la formation sur un pays comme la France comparé à la Suisse ? Selon moi, je pense qu'il est plus simple d'évoluer, de faire des formations continues en Suisse. Du moins, le système est peut-être plus fait pour l'évolution, alors qu'en France, je viserais peut-être plus, on sort d'une grande école, on a un gros poste.
Oui, alors c'est vrai que le groupe Domino est présent sur France. Il y a 150 agences sur France. On est présent aussi à l'international. Donc, il y a le Portugal, l'Irlande, le Canada. Et en termes de formation continue, c'est quelque chose qui est ancré à Genève. Même pour nous, à titre personnel, même en tant que conseiller, on a la possibilité, nous, de faire des formations continues. Et c'est des opportunités qu'on n'aurait peut-être pas forcément en France, parce que c'est peut-être moins d'usage. Et c'est vrai qu'en Suisse, c'est très ancré d'avoir des formations au sein des établissements et des formations continues par Swiss Staffing ou par d'autres organismes qui offrent la possibilité aux employés de se former. Donc ça, c'est vrai que c'est une grande chance qu'on a, quel que soit le secteur d'activité et la place qu'on occupe. D'ailleurs, nous aussi, on fait des formations continues pour pouvoir répondre au mieux aussi aux questions des intérimaires ou des clients. Mais je pense que c'est beaucoup plus ancré en Suisse et que c'est beaucoup plus ouvert. Par rapport à la France, et on le voit, des candidats ou des intérimaires frontaliers qui ont pu faire des formations sur Suisse pour évoluer, et c'était alors pas possible côté France, puisqu'il y a aussi des formations suisses qui n'existent pas en France. Par exemple, assistant en soins et santé communautaire, c'est une fonction qui n'existe pas en France. Et puis, je pense que même à partir du moment où on a commencé à travailler en Suisse, que ce soit en intérim ou autre, moi personnellement, c'est ce que je recommande un petit peu sur mes réseaux. Après, vous pouvez me donner votre point de vue. Mais je recommande fortement, plutôt qu'aller, même si on a des CPF en France et mettons on attend training en Suisse, d'aller plutôt se focus sur une formation suisse qui sera bien plus valorisée par les recruteurs que la formation française. Oui, et il faut savoir aussi que c'est recherché par les employeurs. Forcément, une formation suisse aura plus d'impact et plus de poids qu'une formation française, parce qu'il y a des organismes qui sont connus et reconnus en Suisse. Alors attention, on peut avoir des formations françaises, c'est pas du tout, on va pas dénigrer, ou voilà, elles sont tout à fait importantes et elles sont tout à fait reconnues ici aussi. Mais dans un cadre d'évolution, on conseille nous aussi de s'orienter vers les organismes suisses, parce qu'il y a aussi des spécificités suisses qu'on n'aura peut-être pas forcément dans les formations françaises. Et puis ça va montrer une forme d'intégration aussi. Et de volonté d'évoluer au sein du pays dans lequel on travaille. Me concernant dans le bâtiment, aujourd'hui il y a des qualifications côté France qui existent en catégorie, il me semble, je ne sais plus comment ils appellent exactement les catégories, par rapport à des employés du bâtiment, ils ont une grille salariale. Cette catégorie, elle n'est pas reconnue du tout sur Suisse. Aujourd'hui, nous, on a des qualifications et des grilles qui sont complètement différentes de la France. Un manœuvre sur France n'est pas le même manœuvre qu'en Suisse. Il a beaucoup plus d'autonomie et de champ d'action en Suisse qu'en France. Parce que les diplômes, par exemple, je ne sais pas ça comprend quel diplôme, mais par exemple, un CAP face à un CFC, il y a quand même il me semble, un CAP, c'est 1 an, 2 ans. Il me semble que c'est 3 ans en France. Non, le CAP, non. Le CAP, c'est 2 ans. Alors, c'est 2, et le CFC, par contre, c'est 3. C'est 3 ans, oui, voilà, exactement. Mais c'est 3 après la maturité. C'est ça, effectivement. Et sur un poste de manœuvre, par exemple, en France, on va demander à la personne d'être en aide uniquement, en support aux maçons. En Suisse, on va être dans plutôt l'accompagnement et des tâches opérationnelles. Donc, ça ne va pas être que de l'aide maçon ou de l'aide manœuvre. Donc c'est vraiment 2 qualifications qui ont la même appellation, mais qui n'ont pas les mêmes activités sur 2 territoires proximité du coup. Donc il faut être conscient aussi du changement de grille qu'on peut avoir sur Suisse. Ambulancier en France, ça va être surtout de conduire le véhicule. Et en revanche, ambulancier sur Suisse, il y a des soins. Donc c'est une formation spécifique, et c'est pour ça qu'on a eu le cas d'ambulanciers français qui voulaient venir exercer en Suisse. Ils sont obligés de passer une formation en Suisse pour pouvoir exercer. Elle est longue, la formation. Et elle est assez longue, oui. Il me semble que c'est entre 1 et 3 ans, ou un truc comme ça. C'est ça. Donc c'est vrai qu'il y a des formations qui sont c'est des indispensables, comme dans les soins, avec les reconnaissances de diplôme. Justement, pour rebondir un petit peu dans ce lieu-là, l'expérience, qu'est-ce que vous pensez? Alors,
je sais que c'est un très bon bagage, ça sort un petit peu du cadre. L'expérience côté France, venir en Suisse avec son background côté France, mais en général, moi de mon vécu et de ce que j'en ai vu, ils en tiennent compte pour nous recruter, mais ils ne vont pas non plus en tenir compte pour forcément nous donner un haut poste. On va dire que on va pas faire, je sais que j'avais plusieurs candidats qui me disaient ça, comme s'ils repartaient un petit peu à zéro, même s'ils ont eu le poste grâce à leur CV et leur expérience, mais ils avaient l'impression un petit peu de repartir en bas et de devoir remonter au sein de la Suisse. Est-ce que vous avez cette vision-là ou pour vous, pas du tout ? Alors, je pense que tout dépend du secteur d'activité. Parce que vous avez des secteurs d'activité où le diplôme et l'expérience française, de toute façon, il y aura un équivalent sur Suisse. En revanche, effectivement, sur d'autres professions, il y aura peut-être, pas une régression, le terme est un peu fort, mais où on va effectivement prendre en compte l'expérience, mais mettre les personnes à un niveau un petit peu en dessous de quelqu'un qui a une formation suisse. Mais là encore, je pense que c'est vraiment tout dépend des secteurs d'activité. Oui, et après, je pense aussi c'est peut-être juste le temps que l'employeur découvre le candidat, qui commence à lui faire confiance pour lui redonner les mêmes cartes. Voilà, et voir s'il a toutes les compétences identiques finalement à la personne qui a un diplôme équivalent. Donc voilà, la Suisse, c'est un peu l'école de la patience parfois. Totalement. Voilà, mais il ne faut pas le prendre comme quelque chose de négatif parce que de toute façon, c'est bon à apprendre et ça permet aussi une évolution après. Oui, c'est le principe de... ce que je recommande aussi, c'est on vient pour faire une carrière, on vient pour évoluer au sein d'un écosystème et s'intégrer, et non juste pour 2 mois et repartir. Du moins, s'il y a il n'y a pas vraiment de sens, selon moi. Voilà, et on sait qu'on va travailler dans un autre pays avec des difficultés parce que voilà, là on parle du côté des frontaliers, parce qu'on est frontalier, donc on travaille dans un autre pays avec des us et coutumes, avec des formations particulières, avec beaucoup de concurrence aussi. Donc c'est sûr que c'est pas forcément évident, et c'est pour ça que parfois pousser la porte d'une agence peut aider à ce niveau-là. Justement. Donc, plutôt démarchement physique, alors Alors, nous, que ce soit physique, téléphonique ou par rapport à notre site ou les différents job boards, on conseille l'appel téléphonique quand même, parce que ça permet d'orienter. C'est-à-dire que si on appelle une personne qui a un profil qui va correspondre à ce qu'on recherche ou au type de poste qu'on peut proposer, là, on va aller de l'avant. En revanche, quelqu'un qui nous appelle pour de l'IT, là, on va pas faire déplacer quelqu'un pour un secteur qu'on pratique pas du tout. En revanche, on les oriente. On les oriente soit vers d'autres agences qui exercent cette activité-là, parce qu'on a beau être concurrent, que voilà, on n'hésite pas à les envoyer vers ces agences-là, ou alors on les oriente vers le site de la Confédération, en fait, qui va répertorier toutes les agences de placement en fonction des secteurs d'activité. Donc en plus le site est très bien fait parce que ça renvoie directement sur la page. Donc nous on conseille quand même d'appeler dans un premier temps pour pouvoir orienter. Après, si quelqu'un passe à l'agence, on va prendre le temps de voir le CV. Si on a le temps de recevoir, on prendra le temps de faire un entretien de recrutement. Mais voilà, toutes les possibilités pour nous contacter, voilà, les job boards, le téléphone ou physiquement. Ok. Donc plutôt intéressant. Et alors, quel type de profil vous avez au sein de votre agence ? Est-ce qu'il y a une distinction entre frontaliers et peut-être résidents ? Comment vous procédez à ce niveau-là ? D'accord. C'est toujours une question délicate. En fait, nous, on a un secteur, on est une agence généraliste, donc on a des Suisses, des résidents et des frontaliers. Donc on a des personnes qui sont déjà titulaires du permis G et d'autres qui viennent vraiment y découvrent. Alors, le permis G n'est pas un critère de sélection. Si on n'a jamais travaillé en Suisse, faut pas avoir peur de ça. C'est de l'administratif. Donc nous, on s'occupe de tout. On est vraiment là pour gérer au niveau administratif. Donc au niveau vraiment des différents types de profils, on a
toutes les nationalités. Bon, alors, la condition, c'est d'être de nationalité européenne. Ça, c'est malheureusement, on ne peut rien faire, nous, à notre niveau, en tant qu'agence. Parce qu'on a déjà eu des personnes qui ont postulé, donc on leur explique le pourquoi, toujours expliquer pourquoi. On ne peut pas. Mais sinon, on a des personnes suisses, des résidents et des frontaliers. Ok. Donc oui, vous avez un peu mix de tout. Oui. Et donc, comme vous venez de le dire, vous prenez quand même des personnes, ça peut arriver que vous prenez des personnes qui n'ont pas encore leur permis de travail pour le faire s'il y a un profil, bien sûr, qui vous intéresse. Oui, voilà, à partir du moment où on a quelqu'un qui a passé toutes les étapes de recrutement au sein de l'agence, à qui on va confier sa première mission, nous, on est là pour gérer vraiment toute la partie administrative. On prend le temps de leur expliquer qu'est-ce qu'une carte AVS, parce que on n'a pas d'équivalent finalement en France. Le permis G, comment ça se passe, la retraite. Donc on met tous ces points-là en avant, on leur explique et on leur dit que nous, on s'occupe vraiment de toute la partie administrative, sachant qu'il y a l'annonce de 90 jours d'abord, puis la demande de permis G. Nous, on s'occupe de tout. On s'occupe vraiment de tout. Ok. Donc ça, c'est top. Au moins, ils peuvent voir un peu une vision globale. Après, c'est toujours pareil, les agences. Je pense, je sais pas, mais je sais qu'en général, on priorise toujours un petit peu les résidents qui vont être sur leur territoire, même si suivant les secteurs d'activité, pas forcément. Alors, nous, c'est avant tout les compétences. Les compétences, on a un client qui va nous faire une demande sur un profil particulier. Donc, on va regarder déjà si on a des personnes au niveau de notre pool d'intérimaires. Après, effectivement, dans les personnes qui répondent aux annonces, il y a énormément de frontaliers. Donc, c'est avant tout les compétences. Okay. Et après, le savoir-être qui viendra s'intégrer. Mais on ne va pas faire de sélection par rapport à une nationalité. Après, vous pouvez avoir des frontaliers qui sont de nationalité suisse. Oui, il y en a pas mal. Voilà. Donc voilà, nous, c'est vraiment la compétence, parce que notre objectif, c'est de vraiment faire ce qu'on appelle le perfect match. C'est de trouver la bonne personne pour l'entreprise et la bonne entreprise pour la personne. Donc c'est pour ça qu'il y a un tout qui fait qu'on s'arrêtera sur cette personne-là plutôt qu'une autre. Après, on peut être amené à proposer plusieurs dossiers à un client. C'est lui qui choisit. C'est lui qui est choisi. Mais en tout cas, à notre niveau, c'est pas la nationalité qui va jouer. Après, il y a des critères qui seront un peu plus importants que d'autres, notamment, par exemple, dans le bâtiment pour Airtan. Il peut arriver qu'on nous demande des personnes qui parlent le portugais. Donc voilà, il y a des critères qui vont peser un peu plus lourd dans la balance. C'est pour l'intégration, du coup. Oui, c'est ça. Donc on tient compte avant tout des compétences et des formations. Dans quel type de secteur vous pouvez embaucher des personnes qui ont peu d'expérience ? Est-ce que vous en avez ? Est-ce qu'il faut obligatoirement de l'expérience au sein de votre agence ? Je sais qu'il y a des agences où la porte d'entrée peut être peut-être la manutention. Pour quelqu'un qui aurait beaucoup moins d'expérience mais qui serait très motivé. Il y a d'autres agences qui ne recrutent pas des personnes non qualifiées. Est-ce que vous avez des possibilités ou pas du tout, justement, ça va être plus focus sur des personnes avec des compétences, un bon bagage ? Alors nous, on a des personnes jeunes diplômées de 2023 qui travaillent avec nous. Là encore, le plus souvent, on a des personnes qui font des formations avec des stages. Le stage reste une expérience. Donc on en tient compte aussi. Et l'âge n'est pas un critère, en fait. Là, on revient toujours à la notion de capacité, de compétence. On peut avoir quelqu'un qui a 20 ans. On a une personne qui travaille avec nous qui a tout juste 20 ans. Et on a jusqu'à 62 ans, je crois. Oui, on a même une personne qui a signé un poste fixe à 61 ans, donc c'est quand même super beau. Donc du coup, ce qui est vraiment important, ça va être les capacités d'une personne, les compétences, et après l'envie aussi de montrer. C'est pour ça qu'on parle aussi, je parle souvent du savoir-être, parce qu'il y a ça aussi qui est important. Aujourd'hui, on est face à des entreprises, et les clients nous le disent, qui sont à la recherche de compétences, mais aussi de personnes, de savoir-être.
Il y a eu tellement de choses qui se sont passées avec la crise Covid, on ne va pas se mentir, ça a eu un impact sur pas mal d'entreprises et sur la façon de recruter aussi. On est face à des entreprises qui recherchent des personnes qui sont disponibles, flexibles, ponctuelles et qui ont envie d'avancer. Donc c'est pour ça qu'on va se baser là-dessus. Donc qu'une personne ait 20 ans, elle a fait des stages à 18 ans dans telle ou telle entreprise, elle a envie, on donne la chance en fait. On offre cette opportunité-là de nous montrer de quoi la personne est capable. Et comme on dit, après c'est à eux de jouer. Donc l'âge et le peu d'expérience dans certains secteurs n'est pas un frein. Après, si on a une exigence du côté d'un client qui nous dit on veut des personnes expérimentées, voilà. Mais je vous dis, j'ai un nombre d'intérimaires qui sont des jeunes diplômés et à qui on a donné l'opportunité de pouvoir travailler et ça se passe très très bien. Les clients sont contents. Ok. Vous voulez rajouter quelque chose, certains peut-être Dans l'ensemble, alors, est-ce que tu peux répéter la question, s'il te plaît Par rapport au peu d'expérience. Alors, par rapport au peu d'expérience, du coup, moi, ce que je dirais par rapport à mon secteur, encore une fois, je vais quand même rechercher que la personne qui postule dans le bâtiment ait une première connaissance du domaine. Aujourd'hui, on a beaucoup de spécificités dans le bâtiment. C'est un secteur d'activité qui est extrêmement accidentogène aussi. Donc, une première sensibilisation à la sécurité et une connaissance au moins de comment se présenter sur un chantier sur Suisse ou sur France, je sais qu'il y a des critères qui peuvent être aussi en commun, c'est la bienvenue. Et je sais que, comme on parlait portugais, du coup... Alors, le fait de parler aujourd'hui des langues sur le canton de Genève ou le canton de Vaud, on va avoir des opportunités qui vont s'ouvrir. Aujourd'hui, on a une très forte communauté portugaise sur les deux cantons suisses romands, et le fait de parler le portugais, l'italien, ou bien l'albanais, aujourd'hui, ça peut permettre d'ouvrir des portes. Ce n'est pas le critère de sélection premier, mais c'est un des critères qui va pencher la balance. Ouais, c'est mieux pour l'intégration. En manutention aussi, sur Genève, ils sont pas mal... C'est ça, en manutention et surtout sur la partie logistique de marchandises, on a beaucoup d'opportunités. Pouvez-vous partager quelques exemples de missions qui ont été récemment données à des candidats ou qui sont disponibles tout de suite ? Alors des missions données récemment. Alors je rebondis sur ce qu'on disait tout à l'heure, la mission qui devait durer un jour et qui dure depuis, ça va faire plus d'un mois et demi, d'une employée de maison en structure EMS. Qui est partie pour un petit moment. Après, dans les soins, on va avoir beaucoup de missions en qualité d'auxiliaire de santé. Équivalent aide-soignant côté France, infirmière également, et puis ça va être secrétaire, ça va être, qu'est-ce qu'on a ? On a tout ce qui est aide-cuisine, plongeur, tout ce qui est dans l'intendance. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a aussi tout ce qui est dans le bâtiment. Oui. De votre côté, donc en manœuvre, plaquiste, peintre. Enduiseur, ferrailleur, et puis d'autres encore missions que c'est de but en blanc, j'en perds mon latin. Mais voilà, différents types de postes. Après, là où c'est vraiment pénurie et on est vraiment en besoin, c'est dans les soins en tant qu'auxiliaire de santé et infirmière, on recrute vraiment beaucoup. Donc, auxiliaire de santé, pour la petite parenthèse, du coup, pour les auditeurs, c'est l'équivalent de l'aide-soignant en Suisse, mais par contre, la formation est bien moins longue que la formation d'aide-soignant français. Alors du coup, ça a été toute une histoire pour cette formation-là, parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites par rapport au diplôme d'aide-soignant, qui a évolué aussi côté France, qui était donc reconnu en Suisse, puis plus reconnu, puis de nouveau reconnu. En fait, il faut savoir que il y a une différence donc entre la formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de santé. C'est une formation auxiliaire de santé où il y a moins d'heures de formation, mais ça reste une formation, la principale formation dans les soins sur Suisse et qui est très recherchée. Donc pour les personnes qui viennent de France,
qui ont un diplôme en lien avec les soins, pas forcément aide-soignant. On a aussi maintenant tout ce qui est aide médico-psychologique, on a les assistants de vie, les assistants à la personne. À partir du moment où il y a une formation en lien avec la personne, le soin, on recommande de s'orienter vers la Croix-Rouge et de demander l'équivalence de diplôme. Ok. Donc oui, on peut venir à venir en Suisse, passer la formation d'auxiliaire de santé qui est à peu près à 3 000 francs, Oui, il me semble si je me c'est trompe, un coût, ouais. et ça dure 3 mois. Oui. Et à la suite de ça, avoir énormément d'opportunités sur ce marché du travail compétitif. Oui, parce que je vous dis, nous on a un exemple là vraiment très récent d'une personne qui vient de finir sa formation auxiliaire de santé, mais vraiment qui avait même pas encore son certificat, elle avait juste le certificat provisoire et qu'on a proposé à un client et qui est parti en mission tout de suite. Donc il y a des opportunités. Après, attention. Un aide-soignant français qui n'a pas encore l'équivalence de son diplôme ou qui ne souhaite pas la faire peut quand même travailler. Ce n'est pas fermé. C'est un plus d'avoir cette équivalence-là, mais les postes ne sont pas fermés à des aides-soignants français. Nous, on a des personnes qui travaillent, qui sont en attente de cette équivalence-là ou qui ne l'ont pas pour le moment parce qu'ils viennent d'arriver. Oui, alors moi, ce que j'en avais retenu à l'époque, c'était que si on n'avait pas fait sa reconversion avec le CEFRI, on avait moins d'opportunités présentes, mais on pouvait quand même arriver à travailler, du moins. Ce que j'en ai... Oui, alors il y a différents organismes à connaître. En fait, vous avez donc la Croix-Rouge qui va intervenir pour tout ce qui est aide-soignant, infirmier par exemple, et vous avez la CEFRI qui va intervenir pour tout ce qui est par exemple assistant socio-éducatif, animation, moniteur, éducateur. Donc c'est deux organismes différents qui se partagent les reconnaissances de diplômes sur des différentes professions. Donc nous, c'est des listes qu'on transmet aussi à des candidats qui sont intéressés. On leur montre les professions dites réglementées et les non réglementées. Donc en fait, avec la CEFRI, pour un moniteur éducateur par exemple, ou un ASE, un assistant socio-éducatif qui va faire du coup de l'animation au sein de structures, EMS ou handicap, le fait de ne pas avoir son équivalence CEFRI peut être un frein. Parce que c'est vraiment une exigence des clients. Pour une personne qui est auxiliaire de santé, enfin aide-soignant, ne pas avoir l'équivalence tout de suite n'est pas un frein. Mais une infirmière ne peut pas exercer si elle n'a pas la reconnaissance. Donc en fonction de chaque profession, il y a une possibilité ou non. Parce que, par exemple, vous prenez des infirmières qui vont être en processus pour faire reconnaître leur diplôme. Elles vont recevoir ce qu'on appelle un pré-check positif. Et il faut savoir que ce pré-check positif n'ouvre pas forcément droit à exercer sa profession sur le canton, par exemple, de Vaud. Parce qu'il y a une petite phrase qui dit qu'ils n'ont pas le droit de travailler tant qu'ils n'ont pas la reconnaissance définitive. Ok. Hein. Après, Genève s'est ouvert un peu plus parce que le droit de pratique pour les infirmières a été, ou pour différentes professions, a été retiré, ce qui fait que maintenant, une infirmière avec sa reconnaissance peut travailler sur Genève et sur Vaud, et ce qui fait aussi un coût financier moins conséquent pour ces personnes-là, parce que forcément, la reconnaissance a un coût. Oui, il faut payer plusieurs fois. D'ailleurs, vous connaissez le prix de la reconnaissance infirmier ? Alors, pour la reconnaissance infirmier, il faut compter à peu près 680 francs. Ok. Et donc, avant, il fallait en plus le droit de pratique qui coûtait tout aussi cher. Et aujourd'hui, une infirmière, oui, c'est 680 francs. Après, nous, comme on leur dit, c'est à vie. Et c'est très vite rentabilisé. Ok. Et est-ce que pour le bâtiment, il y a aussi des diplômes ou des reconnaissances à avoir aussi importantes que pour le médical ? Je sais pas. Alors du coup, pour le côté bâtiment, on va avoir l'électricité. Qu'il faut faire valider auprès de la SOUVA, toutes les habilitations. On a le secteur logistique pour les caristes, tout ce qui est CACES à faire valider par la SOUVA. Mais on n'a pas après dans le bâtiment, mis à part l'électricité, peut-être la maintenance aussi, avoir une reconnaissance, une validation de la SOUVA. Sur les autres métiers, on n'a pas de spécificité. Et vous faites aussi les transports ?
Alors, quel type de transport? Les chauffeurs-livreurs et également, non, les PL. Les poids lourds? Oui. Alors, du coup, pour les poids lourds, aujourd'hui, nous, on n'a pas d'opportunité en agence. On va plutôt fonctionner sur les véhicules légers. Ok. Voilà. Maintenant, on va passer un petit peu sur la partie candidat et conseil CV. D'accord. Alors, quelles compétences sont très recherchées par les recruteurs, du coup, en Suisse? Quelles compétences ont beaucoup de valeur à vos yeux? Alors compétences techniques, ça va être en fonction du poste qu'on va proposer. Si par exemple on demande un peintre qualifié sur tel type de papier peint, forcément, si la personne ne l'a pas, voilà, on ne donnera pas suite au CV. Donc, des compétences en adéquation avec le poste proposé. Et après, vont venir se greffer sur ces compétences-là, ce que je disais tout à l'heure, le savoir-être. Les soft skills qui sont aujourd'hui vraiment très, très importants pour un recruteur et un employeur. Donc, c'est pour ça qu'on pousse aussi les entretiens avec les candidats sur les compétences qui vont être techniques en rapport, voilà, comme je disais, un électricien, un machiniste, un grutier, quel type de crue il va conduire, etc. Donc, une infirmière, une secrétaire aussi, secrétaire ou secrétaire médicale. Et après, on va s'arrêter sur le savoir-être, qui est aujourd'hui très important parce que, comme je le disais, le recrutement a évolué, le marché de l'emploi aussi, et on a des différents clients, ou les entreprises aujourd'hui qui recherchent, accorde de l'importance à ce savoir-être-là, ça va être la disponibilité, la flexibilité, c'est très important, parce que voilà, on a des horaires, mais s'il faut arriver avant, partir après, ou aller sur un autre chantier, ou voilà, vraiment avoir cette flexibilité-là, l'écoute, la communication, c'est très important, la transparence, surtout être transparent avec un recruteur, parce que on ment pas sur un CV. Parce qu'on s'en rend compte de toute façon lors de l'entretien et on part sur un mauvais pied. C'est déjà arrivé, malheureusement, parce qu'il faut savoir qu'on fait aussi des contrôles de référence. Donc voilà, la transparence, c'est vraiment très, très important. Et l'esprit d'équipe aussi. Il faut apprendre à travailler avec différentes personnes. C'est très cosmopolite, Genève et la Suisse en général. Donc vraiment, et la bienveillance, avoir une bonne gestion du stress. Donc toutes ces choses-là qui vont être en adéquation avec un poste proposé. Après, comme je dis, il faut être transparent, il faut être honnête. Honnête avec soi pour être honnête avec le recruteur. C'est-à-dire que si y a un savoir-être qui est demandé sur ou une compétence demandée sur une annonce et qu'on ne l'a pas, on ne dit pas qu'on l'a. Parce que de toute façon, on va voir que ça ne joue pas. Donc, c'est vraiment les choses importantes aujourd'hui. De toute façon, le CV va refléter quelqu'un, ou parfois pas. On a quelquefois de très, très belles surprises. Mais comme vous avez parlé, vous faites des contrôles de référence. Donc, oui. Pour vous, avoir des références sur son CV est quand même quelque chose d'important. Alors, si elle ne figure pas sur le CV, c'est pas grave en soi, parce qu'en fait, si vous voulez, nous lors de l'entretien, donc on essaye de comprendre. Enfin voilà, on fait tout leur parcours. Donc de préférence les expériences de la plus récente à la plus ancienne, et on va leur demander s'ils sont d'accord pour qu'on prenne des références. On ne va pas prendre de références sans leur accord. Parce qu'il peut y avoir un endroit où ça ne s'est pas bien passé, pour X raisons que ce soit. Donc, c'est en accord avec eux, un accord écrit avec eux pour faire ce contrôle de référence-là. Ah oui, vous basez sur les expériences du CV et non forcément la case référence que certains... C'est ça. Ok. C'est ça. Après, on a des personnes qui, avec leur CV, vont mettre des lettres de recommandation. Oui. Donc, c'est toujours un plus, c'est toujours apprécié. Donc, on va prendre aussi le temps de lire. De toute façon, on parcourt le dossier en complet. Mais ce n'est pas, en tout cas pour moi, pour vous non plus, une nécessité d'avoir des noms en référence, parce que de toute façon, on en parle pendant l'entretien. Oui, parce que de toute façon, il y a... Alors, en termes de légalité... Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. En termes de légalité, alors moi, je recommande de les mettre, mais je recommande aussi d'appeler les employeurs avant pour faire un pré-checking. Je vous ai mis sur mon CV, voilà, vous risquez d'être appelé.
un pré-checking, mais je sais qu'en termes de légalité pure, à la base, on ne doit pas mettre les numéros, les coordonnées. Il me semble que c'est ça. Après, moi, je sais que je leur dis de le mettre, mais il faut checker l'accord avant. Et il y a certains qu'il ne faut pas mettre. Par exemple, moi, j'ai un candidat qui ne les a pas mis. Il a juste marqué référence sur demande parce qu'il a travaillé pour des sociétés d'État. Oui, voilà. Oui. Il n'y a pas de possibilité. Et puis, alors, pour la petite anecdote, j'ai eu le cas, il y a quelques années, d'une personne qui avait mis, en fait, des références et, en fait, c'était ses amis. Donc, donc c'était... Non, faut mettre si vous mettez des références, mettez des gens en lien professionnel. Et en revanche, nous, on leur demande si la personne est au courant. Si elle est d'accord pour nous donner les références. Et nous, c'est vraiment très verrouillé et c'est un accord écrit et signé par le candidat qui nous autorise à faire ces références-là. Ok, donc super intéressant. Moi, ça montre encore une vision différente parce que c'est vrai que je n'avais pas eu... D'un côté, moi, je dis de les mettre. D'un autre côté, il y en a certains qui ne peuvent pas les mettre. Et il y a d'autres cabinets qui, eux, aiment bien les avoir sur le côté. Et vous, vraiment, c'est une recherche par rapport à l'expérience avec une demande écrite sur les expériences. Oui, parce que parfois, vous allez avoir une expérience qui va vraiment se dégager et qui va être presque un copier-coller de ce qu'on recherche. Donc, c'est là que le contrôle de référence va être intéressant parce qu'on a la vision d'un candidat et c'est intéressant d'avoir aussi la vision de la personne ou des personnes qui ont travaillé avec lui. Et en revanche, les cas où on n'appellera pas, c'est quand il y a eu vraiment des soucis particuliers ou une mauvaise expérience de la part du candidat. On va pas les titiller. Il peut y avoir aussi, parce que j'ai rencontré ça la dernière fois, il peut y avoir les pays aussi, suivant dans quel pays ils ont travaillé. Oui, ça peut être compliqué. L'île de la Réunion, ils ne sont pas du tout réceptifs. Je pense qu'ils vont regarder la vidéo aussi. Mais l'île de la Réunion, mettre des références, c'est sport. Ah ouais. Après, j'ai déjà eu des refus, moi, de personnes d'entreprises que j'ai contactées pour des contrôles de référence qui m'ont refusé le contrôle de référence. Après, je respecte le choix, il n'y a pas de souci. Alors, ça peut être un petit peu incompréhensible de notre côté parce que les entreprises restent très ouvertes, mais ça m'est déjà arrivé d'avoir des refus, oui. Des grosses structures qui ont refusé et qui, à juste titre, a dit qu'elle n'était pas du tout dans l'obligation de me renseigner par rapport à cette personne-là. Et je demandais juste, mais est-ce que vous pouvez me dire au moins si elle a bien travaillé de telle date à telle date ? Parce que le certificat de travail est beaucoup moins d'usage en France. C'est vrai qu'en Suisse, on a des certificats de travail qui sont vraiment détaillés, qu'on n'a pas forcément côté France, parce qu'on le voit, les candidats, ils sont un petit peu embêtés, ou alors on a tout le listing. Parfois, la liste, je crois que c'est Pôle emploi qui fournit ça, ou des certificats détaillés. J'ai eu des refus d'entreprises pour des contrôles de référence. Ouais. C'est dommage pour les candidats, ça, pour le coup. On ne s'arrête pas à ça, heureusement. Non, on s'arrête. Et puis ça reste très rare, mais c'est déjà arrivé. Ouais. C'est déjà arrivé. Ok. Et après, si je peux juste rajouter aussi, nous, aujourd'hui, chez Domino Suisse HR, on a un certain nombre de labels. Comme vous pouvez le voir, je ne sais pas, nos abonnés le voient, on a un certain nombre de labels comme Swiss Staffing et Employeur Responsable de Genève qui nous obligent à avoir des standards de qualité et des accords de candidats écrits de leur part pour le contrôle de référence. La prise de référence est très, très encadrée. Donc, il faut un accord mutuel et un écrit de leur part. Et ça dépend du coup de vos labels. C'est les labels qui vont venir imposer ça encore en plus pour un gage de qualité. C'est ça, pour un gage de qualité en Suisse du coup. Ok, donc super intéressant comme vision. C'est vrai que les recommandations écrites signées, c'est là je ne savais pas du tout. Bon, moi, c'est quelque chose que j'aurai en plus aussi dans mon bagage à raconter aux candidats. Et puis, ça met aussi le candidat en confiance parce qu'il sait qu'on va appeler une entreprise avec son accord. Parce que ça peut être un petit peu dérangeant d'appeler une entreprise sans l'accord de quelqu'un parce qu'on ne sait jamais ce qui s'est passé. Et ça ne nous viendrait pas à l'idée d'appeler sans l'accord. Après, c'est vrai qu'il peut se passer un petit peu tout. Après, moi, je me dis... Si on a bien fait les choses, normalement, hormis une mauvaise expérience, par exemple, j'en ai eu deux sur 30. Deux mauvaises expériences, ça peut arriver dans un CV. Après, s'il n'y a que 2 expériences et que les 2 sont mauvaises, c'est un peu plus compliqué. Mais d'une manière générale, je pense que si on s'implique un minimum,
on arrive en général à avoir la recommandation. De quelle manière, pour vous, optimiser le CV et comment les candidats devraient faire pour combler les lacunes ou les périodes de chômage sur le CV? Alors, donc, tout d'abord, un CV, comme on le disait, il faut qu'il soit transparent. C'est-à-dire qu'on met toutes les expériences travaillées, donc de préférence de la plus récente à la plus ancienne. Après, une absence d'activité, un trou sur un CV peut s'expliquer. Ça peut être une période de chômage. Donc, on conseille souvent, si pendant cette période de chômage, il y a eu des formations, de bien mettre que pendant, par exemple, une année, j'ai fait des formations, j'en sais rien, en secrétariat médical. Voilà. Après, ça peut être un congé pour des raisons familiales. Donc, voilà. Nous, on est là aussi pour aider à retravailler un CV. Donc, de tirer quelque chose, voilà, si c'est quelqu'un qui a eu une maladie, etc., tout s'explique et c'est pas forcément un frein. On a des personnes qui se sont arrêtées de travailler pour s'occuper de leurs enfants, qui sont retrouvées avec 10 ans sans travailler et qui ont pu retourner travailler. Donc voilà. Mais si on fait des formations ou si on fait des choses là pendant cette période d'inactivité, il faut le mettre en avant. Être le plus complet possible sur les compétences. Après, on creuse toujours en entretien, mais être le plus complet possible. Dans l'idéal, mettre une photo. Parce que voilà, c'est pas un critère de sélection, mais c'est toujours bien d'en mettre une. Alors, on parle pas d'une photo de réseau. La photo sympa avec les copains sur la plage ou un petit cocktail, non? Un petit cocktail. Ah ben, on a eu la photo de mariage. La photo de mariage, on a eu la photo des vacances, on a eu beaucoup de choses dans la voiture. Aussi. Dans la voiture, j'ai eu aussi. Dans la voiture aussi. Donc, alors, pour mettre une photo sur un CV, on n'est pas obligé d'aller voir un professionnel. On sait qu'un professionnel, ça coûte de l'argent et on sait que les photomatons sont pas top du top. L'important, c'est d'avoir une photo sur laquelle on sourit. C'est très important parce que beaucoup de choses passent par le regard et le sourire. Comme on a pu échanger un petit peu tout à l'heure, vous marquez un grand point d'intérêt. Je savais qu'il y en avait beaucoup qui aimaient, mais sur les hobbies. Les hobbies. Oui, les hobbies. D'ailleurs, ça avait surpris une candidate justement par rapport à ça. Et les hobbies sont importants pour nous parce que ça reflète aussi pas mal de choses. On a des gens qui sont dans le bénévolat, qui font de la cuisine, qui sont musiciens, qui vont faire du sport co. Donc, c'est vrai que ça reflète l'esprit d'équipe, la gestion du stress, la bienveillance, être tourné vers l'autre. Les gens qui sont manuels aussi, c'est très important, notamment pour Ayrton, mais aussi dans d'autres secteurs d'activité. Donc, c'est des petites choses qui nous aiguillent sur une personne, mine de rien, et c'est toujours intéressant. C'est toujours intéressant. Les gens qui sont sportifs, qui aiment les randos, voilà, je sais que moi, je regarde les loisirs. Ouais. Je ne sais plus c'était quelle agence que j'avais pu avoir, mais il y a longtemps, il y a 2 ans, quelqu'un d'une agence qui m'avait dit pareil, grand point sur les intérêts. Voilà, voir un petit peu ce qui anime les gens en dehors de leur profession, parce qu'on a c'est avant tout des personnes. On ne reçoit pas un maçon, on ne reçoit pas un façadier, on ne reçoit pas une infirmière. On reçoit Paul, on reçoit Pierre et on reçoit Aurélie. Vous voyez ce que je veux dire? On reçoit des personnes, donc on s'intéresse aussi à qui ils sont vraiment. Parce que y a beaucoup de choses qui se cachent derrière des compétences et derrière un CV, et on fait de très belles rencontres. C'est ça aussi qui est super beau dans notre métier, parce qu'on rencontre des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés en temps normal. Et il y a des petites choses sur le CV qui dégagent ce qu'est cette personne-là qu'on va recevoir. Ok. Pour vous, quelles sont les erreurs qui vont être définitives pour un rejet ou qui vont être rédhibitoires, on va dire? Alors déjà, un CV qui ne correspond pas du tout à l'annonce qu'on a passée, qui n'est pas du tout en adéquation avec le profil recherché, et je reviens là-dessus, mais le manque de transparence. Et quand vous avez parlé des annonces, sur quel type de plateforme mettez-vous vos annonces? Alors, on est sur Jobeo, Indeed. Après, on a tous les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, où on communique énormément. Un petit peu moins Instagram, j'avoue.
Ah, vous êtes quand même aussi présent, il y a un compte. Il y a un compte qui est un peu moins actif en ce moment parce que c'est aussi la fin d'année qu'il y a pas mal de choses à gérer. Mais voilà, essentiellement sur Jobeo, Indeed et Facebook. Ok. Donc au moins ils savent où c'est qu'ils peuvent voir un peu les opportunités disponibles, puisque c'est vrai qu'il y a tellement de méthodes pour démarcher différentes, physique, en ligne, LinkedIn, qui est une très bonne plateforme aussi. Oui. C'est bien de voir un petit peu sous quel angle. D'ailleurs, vous en recommandez peut-être certaines de plateformes de job board. Oui. Je pense que c'est en fonction de la personne aussi, si elle est à l'aise plus ou moins sur une plateforme. Nous, on a de très bons retours sur les différentes plateformes qu'on utilise, que ce soit Jobeo, Indeed. On a beaucoup de retours et de très bons candidats aussi. Donc, pas plus une que l'autre. Après, c'est en fonction des affinités de chacun, je pense. Et sur LinkedIn, ils ne sont pas un peu plus qualifiés, disons ? Ah, voilà, c'est ce que j'allais vous dire. LinkedIn, on va être sur des professions un peu plus... tout ce qui va être un peu plus cadre. Ça va être des professions un peu plus spécifiques et à haute responsabilité. Après, pour nous, en tout cas pour les secteurs hôtellerie, restauration, bâtiment, médical, enfin tout ce qui est généraliste, ça va plus être Jobeo et Indeed qui va toucher un plus large panel de personnes. Et alors, pour rebondir encore sur la partie LinkedIn, est-ce que le LinkedIn doit être plus ou moins similaire au CV? Est-ce que vous allez faire attention? Est-ce que le candidat a travaillé son profil LinkedIn ou pour votre cas, pas forcément? Alors, on a des personnes qui ne sont pas du tout sur LinkedIn, mais qui sont sur Facebook. Mais on n'ira pas chercher plus sur Facebook parce que ça reste très personnel. Alors que LinkedIn est un profil professionnel. On va quand même aller regarder par curiosité. C'est toujours intéressant de voir aussi à quoi s'intéresse une personne. Ça reste un réseau professionnel, mais on a aussi des centres d'intérêt qu'on peut avoir sur LinkedIn. Donc, c'est toujours intéressant de voir un petit peu ce qui se passe autour d'une carrière professionnelle. Après, c'est très rare qu'il y ait un écart entre le LinkedIn et le CV. Ça reste quand même très proche. Oui, donc avoir une baisse, à partir du moment où on a un poste où on démarche pas mal sur LinkedIn, ça peut toujours être intéressant d'aller se valoriser, de créer une image un peu... Voilà. Et puis nous, parce qu'on reçoit des messages sur LinkedIn, et moi, ça titille toujours ma curiosité. Donc, ils le savent, hein, je vais voir. Je vais regarder parce que... après, quand on nous envoie le CV aussi via LinkedIn, donc moi je vais voir, je vais regarder un petit peu, comme je vous dis, les centres d'intérêt, le parcours, la formation quand j'ai pas le CV. Donc c'est toujours intéressant. Et aujourd'hui, LinkedIn, c'est un véritable outil pour trouver du travail. À titre personnel, je suis rentrée chez Domino comme ça, grâce à LinkedIn. Donc voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais c'est vrai que c'est, sur certaines professions, un véritable outil pour se faire connaître auprès des différents responsables RH ou différentes entreprises qui recrutent. Comment voyez-vous le marché de l'emploi, du travail temporaire et du travail tout court sur la Suisse, et notamment particulièrement sur les frontaliers ou les résidents? Résidents, ça sera toujours là, mais les frontaliers, on pourrait dire... comme il y en a, et ça passe beaucoup sur Internet, que c'est amené à être réduit ou à ne plus recruter. La Suisse aura toujours besoin de frontaliers de toute façon parce que les personnes qui sont sur Suisse, les Suisses ou les résidents, ne peuvent pas tout faire non plus. Je vous dis, en plus, il y a... je rebondis, l'exemple du soin, c'est un domaine où le chômage est quasiment inexistant. Donc, pour pallier aux besoins des sociétés, on a besoin aujourd'hui des frontaliers, on en aura besoin demain. Alors, il y a eu une crise en Suisse au niveau de l'emploi. Tout le monde a été impacté. On reparle de la crise Covid, mais parce qu'elle a eu un réel impact aussi sur les entreprises, sur la façon de recruter et sur les recrutements. Il y a des entreprises qui recrutent régulièrement en poste fixe, des entreprises qui font appel à l'intérim et d'autres pas. Mais le marché de l'emploi va continuer, aussi bien pour les Suisses, les résidents,
que pour les frontaliers. Il y a de la place pour tout le monde parce qu'on n'a pas tous aussi les mêmes intérêts et les mêmes compétences, mais on aura toujours besoin du travail temporaire, et tant mieux pour nous, et pour les intérimaires, et on aura toujours besoin des frontaliers de toute façon. Il me semble que c'est RTS ou la TDG qui avait dit que d'ici 10 ans, dans le médical notamment, ils allaient doubler le nombre de recrutements frontaliers de par la croissance qu'il y a dans le pays, mais ils n'ont pas la... Voilà, en fait, il y a tellement d'entreprises qui se développent sur des secteurs différents, que ce soit dans les soins ou même des entreprises qui se développent sur d'autres cantons aussi, parce que nous, on le voit avec nos clients, qui se retrouvent face à une demande qu'ils n'arrivent pas, en fait, à fournir avec leur propre personnel. Donc, ils font appel aux agences et ils recrutent aussi du côté des frontaliers. Parce qu'il y a un besoin constant, et on le voit au niveau des soins, où il y a un recrutement qui est quotidien. On voit, vous pouvez voir sur les différents sites, que ce soit de la FEGEMS côté Genève ou même sur les différents job boards, il y a un besoin qui est énorme et tous ces besoins-là ne peuvent pas être gérés par les résidents ou par les Suisses. Donc on a besoin d'une main-d'œuvre étrangère. Alors on parle des frontaliers, mais ça peut être des gens aussi qui viennent de l'Espagne, du Portugal, de l'Italie, qui viennent s'installer en Suisse ou en France voisine et qui ont aussi, il faut savoir, parfois des compétences recherchées ou un diplôme apprécié. Donc, de toute façon, on aura toujours besoin d'une main-d'œuvre. Nous, on le voit, nous aussi, au sein de l'agence, c'est qu'on a vraiment des professions, on est en pénurie, on n'arrive pas à recruter, donc on vise de plus en plus large pour essayer de trouver ces personnes-là. Et on a des clients qui se retrouvent aussi face à des impossibilités de trouver certains profils parce que c'est rare et parce qu'ils se cachent ou alors parce qu'ils viennent de finir la formation et partent tout de suite en contrat. Que la Suisse, c'est l'école de la patience aussi. Parce qu'il faut savoir qu'aussi, il y a une pénurie de logements en zone frontalière et qu'en Suisse, le coût de la vie est énorme. Le coût de la vie est aussi élevé pour un frontalier. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de concessions à faire dans un premier temps et vraiment être patient. Pour finir, avant de passer aux conclusions, j'aimerais un petit peu qu'on parle salaire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment savoir un petit peu les salaires minimums qu'on peut avoir en Suisse, les salaires maximum peut-être que vous proposez ou la vision que vous avez des salaires un petit peu proposés dans le secteur de l'emploi en Suisse. Alors là encore, tout dépend du secteur, parce qu'il faut savoir qu'il y a des secteurs d'activité qui ont des grilles de salaire, donc des grilles qui vont être fixées par l'État, les grilles de l'État de Genève. Et si on prend par exemple dans les soins, donc pour une aide-soignante, en général, elle commence à 4 500 francs bruts, sans les indemnités de nuit et de week-end. Et par exemple, une infirmière peut monter jusqu'à 8 000, voire plus, francs bruts en fonction du poste occupé. Donc ça fait une fourchette assez large. Il faut savoir qu'en Suisse, on tient en compte de l'année d'obtention du diplôme et des années d'expérience. Donc qui sont prises en compte pour calculer un salaire. Donc qui peut être vraiment plus ou moins variable en fonction de l'expérience qu'on a. Dans le bâtiment, on va avoir des salaires qui vont être en moyenne, vous disiez entre 5 500 et 7 500 en fonction des profils. Ok. Voilà, donc c'est assez variable. Et puis, c'est des fourchettes qu'on donne. Et nous, ce qu'on fait en règle générale, c'est qu'on donne un minimum par téléphone. Après, on dit, on vous explique en entretien et on regarde en entretien. On monte les grilles parce qu'on n'a rien à cacher. On est totalement transparent à ce niveau-là. Donc voilà, en moyenne... Je pense qu'on peut, pour un salaire moyen, on doit être entre 5 000 à 6 000 en fonction des professions. Quelles conclusions vous pouvez donner en termes de conseils? Quels sont les derniers petits conseils que vous pouvez donner aux candidats pour finir cette vidéo? Alors,
Pour postuler en Suisse, dans un premier temps, il faut cibler donc un secteur géographique et aussi cibler des agences ou des entreprises qui correspondent au poste que vous recherchez. Renseignez-vous sur les agences, renseignez-vous sur les entreprises pour pouvoir avoir une postulation vraiment en adéquation avec les profils qui sont recherchés. Vraiment, c'est pour cibler. Avoir une recherche bien ciblée pour montrer que vous vous intéressez en fait à l'entreprise ou à l'agence de placement et que vous connaissez les secteurs d'activité. Alors pour ça, vous avez des sites qui peuvent vous orienter là-dessus pour les agences de placement, notamment le site de la Confédération de Genève. Voilà, après c'est envoyer un CV complet ou alors téléphoner pour avoir des informations sur les profils recherchés ou si votre profil peut correspondre à ce qui est recherché. Attendre quand vous postulez, laisser un petit peu de temps aux agences pour revenir vers vous parce que parfois vous postulez le matin et on ne peut pas vous répondre le jour même, donc le temps qu'on puisse étudier votre candidature. Dossier de postulation complet avec donc votre CV à jour avec les bonnes informations, vos certificats de travail, les équivalences de diplômes et les diplômes. Donc vraiment un tout et de mettre vos disponibilités et dire sur quel canton vous recherchez. Comment rester informé des actualités sur vos opportunités de travail en Suisse au long de l'année, tout au long de l'année ? Alors sur notre site internet, sur notre Facebook et les différents job boards qu'on utilise, donc Jobeo, Indeed, et sur notre LinkedIn également, où on met pas mal d'informations concernant l'activité de l'agence. Pour finir cette vidéo, pouvez-vous donner un petit mot de la fin, une petite phrase de motivation pour ceux qui nous écoutent ? Qui tente rien n'a rien. Donc poussez notre porte, venez nous rencontrer et restez bien connectés parce qu'on va bientôt avoir notre nouveau site internet avec toutes les informations sur le site. J'espère que cette vidéo vous a plu et que les intervenants vous ont appris beaucoup de choses sur la Suisse. Je vous invite tous à vous abonner et à laisser un commentaire pour me dire les prochaines vidéos. Vous pourrez retrouver leurs contacts et leur site internet sous cette vidéo. On se retrouve à la prochaine. Allez, ciao, ciao!